Une rencontre aujourd'hui autour d'un sujet qui nous tient à cœur, les livres pour enfants. Margaret Papillon, qui a déjà fait paraître des romans et des recueils de nouvelles, est avec nous pour parler de son livre La légende de Quisqueya, publié aux éditions Mémoire et qui a reçu le support du projet franco-haïtien de promotion du livre et de la lecture. Les éditions Mémoire nous offrent donc cette collection Enfants d'Haïti, où avait déjà paru À l'arrivée les enfants de Georges Castrat. Bonjour Margaret. Bonjour Gigi. Bonjour Margaret. Bonjour Monique. Pour commencer Margaret, un petit peu nous parler de ce projet. Évidemment, tu as un avant-propos à ton livre qui raconte comment une histoire pour enfants te trottait dans la tête depuis ta propre adolescence et que tu as eu envie à un moment donné de revenir à ces histoires-là. Mais comment concrètement s'est élaboré ce projet, puisque jusque-là tu avais surtout écrit des livres, disons, pour grandes personnes. Il faut que je te dise, Gigi, que vraiment la genèse de ce projet, de ce livre, La légende de Quisqueya, à part le fait que c'était un livre qui me trottait dans la tête depuis mon adolescence, que j'ai rencontré Rodney Saint-Éloi le 31 août dernier à l'Association des écrivains haïtiens, parce que nous recevions Madame Christiane Diop de Présence africaine à Paris. Et là, bon, c'est une rencontre que je ne voulais absolument pas rater. Et je suis montée avec mes gosses, évidemment, parce que là, je n'avais pas trouvé quelqu'un pour les garder et je voulais absolument être là. C'est ainsi que j'ai rencontré Rodney, qui me dit, bon, écoute, je suis en train de monter une collection, Enfants d'Haïti, est-ce que tu as un texte qui pourrait intéresser les adolescents entre 12 et 13 ans? Je lui ai dit, mon cher, oui, j'ai un texte, mais il est là, dans ma tête. Alors là, il a ri, et puis il a dit, non, moi je veux quelque chose de concret. Nous étions le 31 août. Et puis là, il m'a dit, est-ce que tu peux l'écrire et me remettre un projet avant le 30 septembre? J'ai dit, mais tu es fou, c'est pas possible. Aujourd'hui est 31 août, tu me demandes quelque chose pour le 30 septembre. Il me dit, c'est pas croyable. Il m'a dit, mais même si c'est manuscrit, il n'y aura pas de problème, il peut juste lire, et puis voir ce qu'on peut faire. Bon là, je lui ai dit oui, mais oui, sans conviction. Je lui ai expliqué comment j'avais ce texte-là en tête, combien j'avais détruit un texte à 13 ans, ce que je regrette jusqu'à présent, puisque c'est un texte témoin que je n'ai plus. Et puis là, il m'a dit, mais ça, c'est déjà un avant-propos, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, alors mets-toi au travail. C'est ainsi que dès le lendemain, je me suis mise à écrire. Et puis là, le 22 septembre, j'avais déjà presque terminé le texte. J'ai appelé Yasmine Léger qui tape pour moi mes textes sur l'ordinateur. Je lui ai dit, Yasmine, j'ai un texte, j'ai pas terminé l'écriture, mais c'est un texte que je dois remettre à Saint-Éloi avant le 30 septembre. Est-ce que tu peux commencer à taper? Elle m'a dit, ma chère, ça tombe bien. Aujourd'hui, il y a le cyclone Georges, on va me libérer avant midi pour être capable de faire des petites provisions là en vue de cette catastrophe. Alors je vais taper pour toi entre temps. C'est ainsi qu'elle a commencé elle-même à taper le 22 septembre pendant que Georges faisait rage. Alors là, le 23, très tôt dans le matin, elle m'a appelé, elle me dit, qui sont fait là? Voilà que j'ai envie de connaître la fin et puis au moins on peut qu'on finisse. Elle me dit, bon, je vais t'écrire ça et puis là, d'ici 5 ou 6 heures du soir, je vais t'apporter quelque chose. Peut-être une douzaine de pages. C'est ainsi que je me suis dépêchée, malgré les enfants qui criaient dans la maison, malgré Georges, malgré vent et tempête et toute qualité bagaille. Et puis là, à 5 heures de l'après-midi, sous une pluie battante, j'ai été lui apporter la fin du texte. Elle l'a tapé. Nous avons fait une première correction, une deuxième correction. Et là, le 28 septembre, avant le 30, j'ai respecté la date. J'ai apporté le texte à Rodney qu'il a tout de suite aimé. Et puis là, je crois que c'est la première fois aussi qu'un texte de moi soit sorti aussi vite. Parce que j'ai des textes qui sont dans mes tiroirs depuis 5, 6, 7 ans, qui ne peuvent pas encore voir le jour, entre guillemets. Tandis que celui-là, 3 mois plus tard, il était déjà prêt. Je crois que c'est un livre qui a une histoire spéciale aussi. Pourtant, c'est un livre que tu as dans la tête depuis ton adolescence. Est-ce que c'est un peu la même histoire que tu as repris ou bien tu as complètement oublié cet ancien projet de ton adolescence pour repartir sur de nouvelles bases?
J'ai combiné parce que j'avais encore quelques bribes, mais c'était pas très très clair. Mais j'ai combiné. Maintenant, bon, il faut vous dire aussi que maintenant j'ai l'expérience de l'écriture. Par conséquent, je crois que ça a été un bon point pour moi. Mais quand même, avec les bribes de cette ancienne histoire de mes 13 ans, et j'ai colmaté un petit peu les choses. Et puis là, ça m'a donné la légende de Quisqueya. Margaret, je ne me souviens plus si c'est Rodney ou quelqu'un d'autre qui me l'a dit, tu as présenté ce texte après le premier travail préliminaire avec Rodney, tu l'as présenté à des adolescents. Est-ce que c'est ton fils, ta fille, ou bien des jeunes que... Le premier à l'avoir lu a été qui est le fils de mon mari, qui a 18 ans. Et ça a été extraordinaire, la réception de ce texte-là. Il m'a appelé tout de suite après, me dire combien c'était passionnant. Et à partir des commentaires qu'il a eu à faire aussi, il y a des petits ajustements que j'ai faits. Parce que là, il m'a dit, tu sais, voilà comment on écrit taekwondo. Est-ce que tu ne pourrais pas dire Kyokushinkai? Moi, je ne m'y connais pas vraiment en karaté. Et puis là, j'étais là en train de noter. Il dit, comment tu écris Kyokushinkai? Il dit, mais voilà. Et puis là, il m'a donné toutes sortes de choses et toutes sortes de noms. Bon, à la fin, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter à taekwondo. Alors là, ça a été quand même un plaisir pour moi de faire ce travail-là avec lui. Et je crois que le dernier baiser dans le livre a été l'inspiration de Didier, parce que là, je ne voulais pas mettre de baiser du tout. Il me dit, ma chère, écoute, sans faire comme ça. Par conséquent, je crois que ça a été nettement intéressant. Et puis, il y a Betty qui a 16 ans qui l'a lu. Il y a Gaël qui a 15 ans et demi aussi qui l'a lu. Et le nom de Christine n'existait pas au début. C'était Kirstine. Et là, il y a Simone qui m'a dit, écoute, moi, je m'y perds entre Kirstine, Kirsten. Alors, je n'aime pas trop parce que je n'arrive pas à avoir une prononciation nette dans mon esprit avec ce nom-là. Est-ce que tu pourrais pas changer? Ma chère, il n'y a aucun problème. On va demander ça à Yasmine. Et puis là, avec une seule touche, elle va commander à l'appareil de changer Kirsten pour Christine. Parce que là, je crois que ça a été intéressant parce que les adolescents, quand ils lisent vraiment un nom comme Kirsten, c'est pas un nom qui est très connu en Haïti, c'est une prononciation allemande qui alourdissait un petit peu le texte. Alors là, j'ai changé et puis là, tout a été bien à partir de là. C'est intéressant ce que tu dis, Margaret, parce qu'en fait, tu as eu des avis d'adolescents entre 15 et 18 ans. Oui, c'est ça. Et c'est la question qu'on se posait, Monique et moi. Bon, la tradition en Haïti n'est pas encore établie. Dans certaines collections françaises, on indique entre 10 et 12 ans, entre 15... Donc, on se disait à quel public est-ce que Margaret Papillon veut s'adresser à travers la légende de Quisqueya? Et là, je crois que tu viens de répondre à la question qu'on se posait. C'est un public qui n'est pas un public de très jeunes, mais plutôt un public d'adolescents entre 15 et 18 ans. Oui, c'est ça. Quand même des adolescents en classe humanitaire qui peuvent saisir certaines choses, qui peuvent comprendre et la portée d'un tel livre aussi. Parce que là, la réception, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été extrêmement bonne. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'impression d'un martelage, d'un discours plutôt écologique. Et c'était à travers l'histoire que le thème pouvait passer aisément. Et puis là, ça a été comme une fête à la fin du livre, et là, comme une forme de conscientisation aussi. Ils se sont dit, oui, on a envie d'avoir un beau pays. On a envie, on veut. Si c'était vrai, ça, si c'était vrai cette légende-là. Là, tu touches, je crois, l'élément principal de ton livre, qui est le message que tu as voulu donner. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je crois qu'il faut rappeler que ce sont quelques jeunes adolescents, Quatre. qui sont partis à l'ascension du
pic Macaya et qui ont été happés dans un gouffre et se sont retrouvés dans l'envers d'Haïti, de l'autre côté d'un décor qui est beaucoup plus agréable que le décor qu'ils connaissent habituellement. Et qui est peuplé d'Indiens. Qui est peuplé d'Indiens. Donc, de là, le nom, la légende Quisqueya. Et de là aussi, je crois, le message que tu as voulu faire passer, nous avons eu entre les mains un pays que nous avons laissé se dégrader et qu'il faut à tout prix redresser la barre. Oui, c'est ça, il faut le sauver. Et très souvent, je me disais, mais si ces Indiens-là seraient là maintenant, comment nous catalogueraient-ils? Parce que là, nous avons quand même un pays qui est ravagé, qui est écorché, vif. Alors je me demande, mais si on te dit nous remettre-les, est-ce que tu n'as qu'à remettre-les comme ça? Non, ça. Non, ce ne serait pas possible. Alors, et à travers maintenant mes questionnements, mes propres images, mes propres fantasmes, trouver la réponse à ces questions-là, ça a été le principal moteur. Et ensuite, la question aussi qui me revenait souvent, c'est Dessalines, Toussaint, Christophe. Ils se sont battus pour que cette terre soit une terre libre, pour que des nègres soient libres. Maintenant, comment verraient-ils ces nègres qui sont obligés d'attendre l'aumône des grandes puissances étrangères? Comment verraient-ils ça maintenant s'ils revenaient? Qu'est-ce qu'ils nous poseraient comme question? Qu'est-ce qu'ils nous diraient en voyant tout ça? Alors là, maintenant, dans la légende de Quisqueya, à travers une histoire quand même passionnante, ces questions-là reviennent et avec des réponses. Margaret, j'ai remarqué à travers une autre expérience assez intéressante qui a été faite autour du livre pour enfants, pour beaucoup plus jeunes que ça, que les thèmes les plus accrochants pour les écrivains eux-mêmes, ceux que les écrivains choisissaient le plus volontiers étaient les thèmes écologiques. Je me souviens, la petite feuille, le voyage de la petite feuille, tout ça. Il y a aussi le petit nuage rose. Le petit nuage rose, il y a tout ça qui sont... Oui. Les écrivains qui se penchent sur cette chose qui est nouvelle chez nous, la littérature pour enfants, accrochent à des thèmes écologiques. Est-ce que c'est parce que les autres thèmes sont trop délicats? Le problème social du pays, par exemple, toi, qui dans tes autres romans aborde des questions sociales, voilà que tu t'accroches à un thème écologique pour ton premier roman jeunesse. Je crois que ça va pas être tout le temps la même chose, parce que là quand même c'est mon premier roman jeunesse, ça a été un thème que je chérissais depuis des années, mais là, par exemple, le prochain thème, le prochain titre sera Le trésor de la citadelle de la Ferrière. Et là, ce que je vais développer, c'est cet amour de mon pays. Et essayer de l'inculquer aux jeunes. Ça veut dire que je vais inventer des histoires qui vont se passer dans telle ou telle région du pays. Là, ce que j'ai commencé à écrire maintenant, ça va se passer au Cap, à Milo. Ça va être une grande aventure au palais de Sans Souci, à la citadelle de la Ferrière. Pour conséquent, ça va permettre aux enfants de prendre conscience qu'ils ont un patrimoine, qu'ils ont un pays, qu'ils ont une histoire, qu'ils ont un monde à eux. Alors là, maintenant, ça va pas être vraiment l'écologie, mais ça va leur permettre de découvrir les sites historiques qui très souvent sont négligés. Il y a presque pas d'expédition vers ces sites-là. Tous les étudiants haïtiens, tous les élèves des lycées, tous auraient dû voir ces monuments-là. On aurait dû en prendre soin. Évidemment, il y a un gros travail qui se fait à Carrefour et la citadelle. Il y a un travail qui se fait à Fort-Jacques aussi. Mais par exemple, Fort-Liberté, il n'y a pas grand-chose. Par conséquent, je crois que je vais créer une action dans chaque région du pays, comme ça, mais ce sera un gros travail aussi, parce que là, je vais m'informer, je vais aller sur place, je vais voir, bon, heureusement, Milo, la citadelle, j'ai connu ça, et j'avais 17 ans, 18 ans,
finissant au Canado-Haïtien, au collège Canado-Haïtien, quand nous faisions ce genre de randonnée-là, de la classe entière, pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je me demande, est-ce que maintenant les élèves vont vers ces sites-là? Par conséquent, je vais faire le voyage avec eux. Et là, ça va être bon pour notre tourisme, parce que j'espère en tout temps que les enfants auront envie de voir cette citadelle-là, auront envie de voir ce palais de Sans Souci, revisiter leur histoire et se rendre compte que nous sommes un peuple qui avons un passé glorieux et nous ne pouvons pas, nous avons le devoir de ne pas laisser périr ce pays. Mais Margaret, est-ce que, parallèlement à ça, je pense aux réactions des très jeunes, est-ce qu'ils se retrouvent dans la légende de Quisqueya? Je veux dire par là que je me souviens, adolescente, quand je lisais ces mêmes livres qui te plaisaient, Le Club des 5, Le Clan des 7, j'avais toujours comme réaction, c'est loin. Tu vois, c'est passionnant, j'aime, mais ces enfants-là, c'est pas moi. Est-ce que ces enfants de la légende de Quisqueya, il n'y a pas un petit décalage? C'est un exemple tout bête. Tu crois qu'actuellement, les parents laisseraient leurs enfants aller seuls au Macaya? Je crois que ce serait un petit peu dangereux ces jours-ci. Mais moi, par exemple, j'ai passé de belles heures dans mon adolescence à aller à Boutillier à pied. Nous sortions de chez ma grand-mère à Babiole. Alors, il y avait mes cousins et des amis, les Adam, Jessie et Harry Adam. Et puis là, nous partions en randonnée, oui, randonnée pédestre. Nous passions du côté de Paco, derrière la maison de Jean-Claude Duvalier. Et là, nous allions jusqu'à Boutillier par les bois, par les mornes. Et à cette époque-là, nos parents n'étaient pas omnibulés par cette insécurité qui fait rage aujourd'hui. Nous étions jeunes, c'est vrai, et dans le groupe, il y en avait qui s'aimaient, mais nos parents savaient que nous étions en groupe et qu'il ne va pas avoir grand-chose. Je ne sais pas maintenant si la mentalité a beaucoup évolué, si ces jeunes-là seraient partis en brousse et au lieu de visiter ou de voir de belles choses, s'occuperaient d'autre chose. Mais quand même, et je crois que à partir de mon expérience à moi, de cette belle nature d'Haïti, je crois que ce serait des expériences à faire, même si les parents ne voudraient pas les laisser aller seuls, mais aller avec eux, partager ce plaisir-là avec eux, parce que je suis sûre qu'il y a bien des parents qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Parce qu'il y a des gens qui me disent, bon, c'est pas évident, hein, aller camper. Ils me disent, mais il y a eu des scouts, des Jeannettes, des gens dans ce pays qui ont été campés, qui ont vu des régions de ce pays. Par conséquent, je crois que ce serait une invitation à aller voir. Parce que le Pic Macaya, quand même, c'est classé patrimoine mondial. C'est pas patrimoine national. Cette forêt des pins-là. Il faut la voir, il faut la toucher du doigt. Voir combien cette nature est formidable, elle est belle, elle est extraordinaire. Par conséquent, je crois que les parents pourront faire ce voyage avec leurs enfants. Allez, montez. Il y en a plein qui ont des jeeps, des 4x4. Allez-y, allez au Pic Macaya. Allez voir de belles choses. Pour que maintenant, on puisse conscientiser les enfants à en faire de même dans leur entourage immédiat. Alors, je crois qu'il y a peut-être un décalage, mais c'est un décalage qui va pousser les gens à faire mieux et à aller vers cette nature-là. Donc je crois que tu n'as pas voulu te cantonner et t'enfermer dans des pratiques actuelles de peur, etc. Donc tu as voulu créer une histoire tout à fait originale. Exactement. Et qui donnait aux enfants une espèce de liberté et aussi d'autonomie et un pouvoir de changer les choses. Donc je crois que c'était quelque chose de très intéressant. Et une autre liberté que tu as prise, c'est de créer de tout au tout une légende. En général, les écrivains haïtiens se penchent sur une tradition orale qui existe et ils essaient de la transformer, de la remanier, tandis que toi, tu as opté pour inventer une légende que j'avoue que je ne connaissais pas, ou bien est-ce qu'elle existait et que tu l'as déterrée? Non, pas du tout, elle n'existe pas et je l'ai inventée, comme tu dis, mais je crois que dans 200 ans, peut-être un autre écrivain dira, bon, il y a 200 ans de ça, il y avait une légende qui avait existé, et je vais broder autour. Par conséquent, je crois que les légendes ont eu quand même une paternité,
une maternité aussi. Par conséquent, bon, je pense que il faut laisser aller son imagination. Faut pas avoir trop de bride. Il faut laisser parler son cœur, ses sens, et puis faire ce voyage-là, ce galop dans, dans un monde qui n'est peut-être pas réel, mais une fiction merveilleuse. Et puis là, essayer à partir de ça de faire comprendre les choses aux jeunes. C'est possible, le voyage, il est possible. Oui, mais j'ai eu l'impression par moment que tu as eu cette liberté, cette possibilité d'aller dans un monde merveilleux et de le créer. Mais à un moment donné, le propos de ton histoire, le désir de vouloir transmettre quelque chose, t'a limité et t'a fait prendre un discours parfois un petit peu très politique, pédagogique à un moment donné, dans la bouche d'adolescents ou bien dans certaines de leurs paroles. J'ai eu l'impression que tu privilégiais un petit peu trop cet enseignement que tu voulais transmettre au détriment de tout cet aspect merveilleux de cette histoire, de cette fiction que tu avais créée. Et est-ce que cela a dérangé? Je ne pense pas, puisque c'est passé. Je crois que des fois, il faut, comme c'est arrivé dans Martin Thomas, par exemple. Dans Martin Thomas, il y a quelqu'un qui m'a dit mais ce discours dans la bouche d'un gosse de la rue, c'est pas évident. Je lui ai dit, mais ce gosse, il est spécial. À histoire spéciale, gens spéciaux. Par conséquent, à ce moment-ci, on peut faire passer un discours en se disant que ce n'est pas la personne elle-même qui parle, mais c'est comme quelque chose de plus fort qu'elle. À ce moment-ci, c'est plus facile. Parce que faire passer des messages, par exemple, Jacques Roumet, dans Gouverneur de la Rosée, faire parler des paysans comme les paysans peut-être ne parleraient pas. Mais n'empêche que c'est cette vision du merveilleux qui va lui permettre de transcender ce blocage, cette limite, pour aller au-delà et maintenant faire passer un message qui est plus intéressant. Mais est-ce que tu ne penses pas que tes lecteurs pourraient peut-être bloquer, tu vois? Parce que... le feedback que j'ai jusqu'à présent... Il ne bloque pas. Non, pas du tout. Même au discours... Non. Ils sont passés dessus. Ils sont passés dessus et ils ont retenu l'essentiel. Parce que quand même, c'est limpide. C'est limpide. C'est pas... Il n'y a pas de crispation. Alors à ce moment-ci, les jeunes, quand ils m'appellent au téléphone, ils voient le côté fabuleux, merveilleux, et puis ensuite ils se disent, tu as raison, on doit se battre pour un pays comme ça. Il y en a qui me disent, il faut une suite, il faudrait que tu dises comment ils vont se débrouiller pour avoir un pays comme ça. Je lui ai dit, ah non, maintenant c'est à tout le monde de faire le travail. Parce que c'est là aussi que pour moi, c'est passionnant l'écriture. Ça veut dire que mon écriture en général, elle est très cinématographique. Ça veut dire que ce sont des séquences d'images que je projette. Et maintenant, le lecteur, d'ailleurs, en relisant peut-être la légende de Quisqueya, on va voir qu'il n'y a aucune description, ni physique, ni physionomique des personnages, rien. Ça veut dire que je laisse au lecteur le temps de faire travailler son imagination. Et là, jusqu'à la fin du livre, l'imagination du lecteur doit être capable de travailler. Et là, par exemple, cette fin-là, où les jeunes retournent à la vie réelle, et maintenant qu'il y a la voiture de police, les gyrophares et tout ça c'est une vision, une image qui dit qu'ils sont revenus à la réalité. Mais c'est dans la tête du lecteur que se fait ce travail-là. Alors à ce moment-ci, je ne termine pas en disant ni comment, ni pourquoi, d'ailleurs c'est pas mon rôle, ni ce qu'on va faire pour faire ça, pour faire ci. Maintenant c'est à chaque personne de rentrer en soi-même et de se dire, si je veux ça, voilà ce que je vais faire. Aider un enfant à planter un arbre, à l'arroser,
à en prendre soin. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand même, un écrivain n'est pas là pour, comme un homme politique, pour dire, bon, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais ce sont des discours courts et qui ne tiennent pas. Maintenant, c'est la conscientisation. On est conscient que on veut un pays beau. On veut un pays où il n'y a pas de détritus, de fatras à chaque coin de rue. Même mes enfants qui ont 7-9 ans, ils me disent, mais pourquoi il y a des fatras partout? Je ne pense pas que l'humain a été créé pour vivre dans un environnement comme celui-là. Il a été créé pour vivre dans un univers de beauté. D'ailleurs, tout a été aménagé de manière à ce qu'il vive dans cet univers de beauté. Par conséquent, c'est un problème quand cela n'est pas. Par conséquent, tout le monde aspire à cet environnement qui soit beau, sain, qui ne soit pas pollué. Alors là, maintenant, les gens font le voyage. Ils font le voyage et puis ils se disent, bon, oui, on aimerait ça. Même les plus grands, c'est pas seulement les adolescents. Il y a des gens qui ont 40, 50 ou bien 30 ans qui ont lu le livre, mais qui me disent, on aimerait ça un pays vert, un pays beau. Alors, je pense que quelque part, c'est le vœu de tout Haïtien qui aime son pays. Je ne sais pas s'il y en a qui détestent leur pays, mais tout Haïtien qui aime son pays et qui voit dans l'enfer dans lequel nous vivons là maintenant, des bidonvilles qui poussent à n'en plus finir, et des routes sans caniveau, de la boue partout, je crois qu'ils se disent, j'aimerais vivre dans un autre environnement. Margaret, pour revenir un petit peu à l'écriture de la légende de Quisqueya, tu as signalé quelque chose qui m'a frappé au tout début, tout à l'heure, concernant le taekwondo, des remarques sur le vocabulaire. Et je me suis demandé, est-ce que ces remarques-là n'ont pas concerné autre chose dans l'écriture de la légende de Quisqueya? Parce que par moments, indépendamment du discours, c'est-à-dire des réflexions écologiques, par moments, j'ai été un petit peu agacée parce que je trouvais que ces adolescents parlaient trop bien, ou parlaient de manière un français différent du parler que moi je connais comme un parler adolescent ou que moi je verrais dans mon imagination comme un parler adolescent. Est-ce que ça n'a pas... on t'a pas fait de remarques aussi? Oui. Il y a deux personnes, parmi lesquelles une de mes sœurs, Elisabeth, qui m'en a parlé. Elle dit, ah, Timoun, il y a trop de bagailles pour l'âge. Mais je crois qu'en Haïti, il y a un problème. On prend les enfants pour des enfants. On prend des enfants pour d'éternels enfants. On dit, bon, c'est Timoun, point barre, il fini. Tandis que moi, dans ma tête, mes enfants, je me dis, ce sont des adultes en puissance, mais sauf qu'ils n'ont pas encore l'âge adulte. Ça veut dire que dans leur tête, tout fonctionne. Normalement, tout est là. Leurs pensées sont déjà bien réglées. Leur cerveau fonctionne comme n'importe quel cerveau, sauf qu'ils sont petits et que je leur passe des ordres. Mais je crois que si les parents haïtiens avaient une autre façon de penser, ce serait mieux pour ce pays-là. Parce qu'en général, on pense les enfants, même s'ils ont 40 ans, ce sont mes enfants, ce sont des enfants, ils doivent se taire. Les enfants n'ont pas le droit de discuter avec leurs parents, ce sont des enfants, même s'ils ont 50 ans. Et derrière ce petit monde, il ferme un bouche, non. Tandis qu'ils ne remarquent pas que l'enfant a déjà grandi. Et j'ai répondu à ma soeur Elisabeth, je dis, tu sais, autrefois, à 15 ans, une femme était déjà mariée et mère de famille. Ces jours-ci, on dit, bon, quand un enfant a 20 ans, elle est jeune, 12 jours, elle ne peut pas se marier. Ce qui veut dire qu'il y a quelque part où on se trompe sur l'adolescence. Roméo et Juliette, ils avaient quoi, 16 ou 17 ans. N'empêche que ça a été Roméo et Juliette et ils vont traverser les siècles. Par conséquent, l'enfant qui apprend à l'école, d'ailleurs un enfant comme Ralph qui a 17 ans, qui est peut-être en réto ou en philo, je ne comprends pas qu'on puisse dire, bon, il sait trop de choses. Un enfant qui a été élevé de manière à comprendre, de manière à lire de bons livres, de manière à... Moi, mes parents m'achetaient des tout l'univers, j'ai eu toutes sortes de livres, j'ai été sur ce point-là très gâtée. Je connaissais déjà les pharaons, je connaissais des tableaux à 14-15 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a une régression? Est-ce que les enfants ne lisent plus au point où ils ne sont pas capables de savoir ce que c'est que l'Atlantide ou les pyramides d'Égypte
ou bien les pharaons, je pense qu'il y a un petit problème hein, quelque part. Parce qu'à 17 ans, on sait déjà tout ça. À 17 ans, à 15 ans, je ne sais pas, à 15 ans, on est en troisième quand même. On a déjà vu Racine, Corneille, on a déjà vu des tas de choses. Est-ce que les gens se mettent en tête que, bon, c'est Timounioé? Non, c'est pas possible. Mozart, à 17 ans, il était déjà un génie. Michel-Ange, à 25 ans, il avait déjà peint le plafond de la chapelle Sixtine. Par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Il y a des surdoués, ils ont 12 ans, ils sont des boss en informatique aux États-Unis. Est-ce qu'on va dire, bon, il a 12 ans, mettez-le de côté. Et bon, c'est un enfant. Non, il faut les laisser s'exprimer. Et puis, ils ont un cerveau. Et plus on les laissera s'exprimer, mieux ils seront de bons citoyens demain. C'est ta cassette qu'il faut tourner. Oui, je ne suis pas contre le fait que tu aies créé des enfants qui aient cette intelligence et cette possibilité de s'exprimer sur des problèmes cruciaux du pays. Je crois que effectivement tu as raison. Les enfants voient, les enfants interprètent, ils peuvent avoir une idée arrêtée sur la façon dont nous fonctionnons dans ce pays-là. Non, je crois que c'était par rapport à une question de niveau de langue. Il y a un certain vocabulaire, il y a une façon de s'exprimer que j'ai trouvé qui était peut-être un petit peu trop recherchée pour des adolescents, puisque tu as signalé qu'il y en avait qui avaient 11-13 ans. Non, pas du tout. 14-15 ans. Ils ont 14, 15 et 17 ans. Ah, il y a une petite fille non. qui a 13 ans dans le livre. Non. Elles ont 14 ans, et les filles ont 14 ans, et Woody aussi, presque 15 ans, et Ralph a 17 ans. C'est lui le plus âgé du couple. Il faudra couper ça. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, parce que... Au montage, on Oui, est c'est ça. Parce que tu t'es dit qu'on tire une 14 et les autres ont 3 ans de moins. Non, 3 ans de moins que celui qui a 17 ans. Ça veut dire qu'elles ont 14 ans. C'est pas 11 ans. Enfin, on coupe ça et puis... À 11 ans, ce serait trop jeune. Et puis, mais c'est ça justement qui m'avait... On enregistre ou pas? On va couper après. Non, mais là, quand je parle... Oh, c'est pas grave. On enregistre? C'est pas grave. Parce que ce que je voulais dire, c'est que... On enregistre? Alors, ce que je voulais surtout dire, c'est que au niveau même de l'écologie, il n'y a pas eu... le fait de découvrir qu'est-ce qu'il y a. C'est ce qui a permis à ces jeunes-là de voir combien que leur pays, lui, il souffrait. Mais en général, le vrai discours pour l'écologie, c'est pas eux qui l'ont fait. Oui. Ce sont les Indiens. Oui, ce sont les Indiens. Ce sont les Indiens. Parce que eux, ils n'avaient pas tellement conscience. Ils n'avaient pas tellement conscience. D'ailleurs, ils étaient partis pour une aventure, pour une collection de timbres. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bon, on s'est revus adolescents, collectionnant des timbres, tout ça. Mais les enfants n'avaient pas conscience. C'est quand ils sont arrivés. Bon, c'est pas possible, un pays comme ça. Et puis là, ils se sont rendus compte que le leur était vraiment écorché. Alors, je crois que, à part quelques phrases au début, mais on va se rendre compte que Woody, il est un petit rat de bibliothèque, puisqu'il dit qu'il a lu avant-hier encore quelque chose sur les Indiens, des choses comme ça. Par conséquent, ça aussi, ça va permettre aux jeunes de s'intéresser à la lecture. Je crois qu'il y en a même qui ont été admiratifs face à ces jeunes-là qui savaient tant de choses. Ils se sont dit, mais on peut connaître ces choses-là aussi. Et je crois que c'est une grande habitude de lecture. Par exemple, toi, Monique, qui est libraire, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui fréquentent les librairies. C'est un problème. Tandis que, et pour moi, ça n'a pas été la même chose. Très jeune, mon papa nous achetait des livres, nous avions l'habitude de lire, nous avions l'habitude de nous rendre en librairie. C'est un geste qu'il faut connaître très tôt. Sans quoi, arrivé à l'âge adulte, le réflexe n'est plus. Le réflexe n'existe pas du tout. Par conséquent, je crois qu'il faut maintenant motiver les jeunes parce qu'ils veulent bien. Ils veulent... Tout ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de passionnant. Ah bon, j'imagine que si j'avais fait un film de préférence, ils seraient venus au cinéma. Mais
heureusement et malheureusement, en Haïti, bon, il n'y a pas encore d'Hollywood, alors on est bien obligé d'écrire. Alors maintenant, ils vont prendre goût à ça. Il y a quand même un petit problème que j'ai remarqué chez tes personnages. Tu as fait voir tout à l'heure que tu projetais des images, donc tu t'intéressais pas tellement aux descriptions. Et c'est vrai que dans le texte, tu as eu beaucoup plus de dialogue que d'autres types de formes d'écriture dans la légende de Quisqueya. Mais il y a quand même un travail que tu as fait sur les caractères des différents personnages. Et la réticence que j'ai eue, c'est par rapport aux petites jeunes filles, que j'ai trouvé qui étaient, si on pense au monde actuel, à la façon de fonctionner des enfants actuellement et des jeunes actuellement, aux différences de mentalité qui existent, je les ai trouvées beaucoup trop timorées. Le beau rôle, ce sont les gamins qui les ont, c'est eux qui répondent à une tradition Intrépide. Ils sont intrépides, aventureux, ils veulent faire des choses différentes, ils comprennent tout de suite. Tandis que les petites filles, elles sont toujours à la traîne à critiquer Nantes, toute pusillanimité, enfin. Je crois que l'affaire, c'est que l'aventure, elle a été déclenchée par cette collection de thèmes, justement, que les gars voulaient. Et là, ils ont dû entraîner les filles avec eux parce que c'était pas possible d'y aller seul. Comment dire aux parents, bon, je vais seul au Pic Macaya. Par conséquent, au départ, l'aventure, c'était pas l'aventure des filles. Et je crois que je n'ai jamais été ni féministe, ni sexiste, ni raciste, ni fasciste. Par conséquent, si maintenant il y a une prédominance des petits messieurs, c'est parce que ils sont à l'origine de l'aventure. Mais quand même, à bien lire le texte, on verra que les filles aussi, elles ont des connaissances. Et normalement, elles sont un peu plus jeunes. Elles ont parfois des émotions qu'elles laissent paraître, comme elles peuvent pleurer ou dire carrément j'ai peur. Mais là encore, ça traduit l'éducation que nous avons reçue, puisque on veut inculquer aux hommes la notion de force, qui a peut-être un tort aussi, leur dire un homme ça ne pleure pas, tandis que les femmes elles peuvent plus facilement se laisser aller à des émotions, ce qui n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Et je crois qu'elles se sont pas mal débrouillées aussi dans l'affaire, mais normalement il fallait avoir un héros. Et là, j'aurais pas pu mettre tout le monde comme héros, parce que, comme on dit en Haïti, acteur principal. Tu as quand même contrebalancé avec la jeune indienne, Anakaona. Mais la jeune indienne, ça a été la balance, comme dit Gigi, et c'est elle qui a pratiquement sauvé. Oui, et ça, je t'avoue que ça m'a embêté. Je t'avoue que ça m'a embêté. Elle et son oiseau, parce que, non mais écoute Gigi, il y avait toutes les preuves contre nous, il y avait pas moyen de... Ça m'a embêté qu'elle les sauve, parce que je me suis dit, encore une fois, voilà. Non, c'est une femme qui par amour trahit son peuple. Non, il faut pas voir ça. Il faut se dire que c'est l'amour qui a triomphé. C'est-à-dire que c'est par amour que Ralph, il veut sauver son peuple, et c'est par amour que la jeune indienne aussi veut les aider à s'en sortir. Je crois que ça, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que voir les plusieurs facettes de plusieurs réactions, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Ça va me permettre de mieux évoluer aussi la prochaine fois. Mais quand même, je crois que le plus beau rôle a été Anacaona, et ça, c'est un personnage qui me tenait extrêmement à cœur, puisque c'est un personnage d'ici, cette terre Anacaona, la foulée. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, bon, ça a été formidable de dire princesse Anacaona au lieu de reine Anacaona. Et je pense que quand même, Anacaona nous a donné la chance de nous en sortir. C'est comme ça qu'il faut voir le texte. C'est pas qu'elle nous sauve, mais elle se dit, on va leur donner une chance. Les jeunes ont une chance, il faut la leur donner. Et là, avec son oiseau Inca, normalement, bon,
Et après, je me suis dit qu'il fallait bien que je trouve une compagne à un cas, puisque et dans cette Haïti verte, il faudra bien une belle perruche ou bien un beau perroquet pour un cas. Même le livre était déjà terminé, et déjà sous presse quand j'y ai pensé. Par conséquent, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais le plus beau rôle, quand même, a été tenu par une femme, et une femme amoureuse, une femme aimante, et une femme qui a compris que les jeunes sont peut-être l'avenir, qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Parce que même un cas, il l'a dit, donnez-leur une chance, pardi, donnez-leur une chance.